Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Inventor Tolerance Analysis. Je me présente, je m'appelle Tony Berset et c'est moi qui vais vous présenter ce module. Je suis accompagné de Pascal Urny et de Jean-François Simon qui sont à disposition pour répondre à toutes vos questions d'ordre commercial. Au sommaire de ce webinaire, nous allons parler de nos services, puis nous parlerons de la cotation tolérancée de manière globale. Ensuite, nous enchaînerons avec la présentation du module, ainsi qu'une démonstration de l'outil. Nous terminerons par des questions-réponses. En lien avec ce module Tolerance Analysis, nous vous proposons une formation de 2 heures. Le module étant relativement simple à prendre en main, 2 heures suffisent pour être à l'aise avec cette interface. Nos autres services, tels que du consulting, de l'installation, du support technique, sont à disposition et également de la vente de stations de travail HP si besoin. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent très bien les tolérances, savent de quoi il s'agit. Pour reprendre les bases et la définition initiale d'une tolérance, il s'agit d'une variation acceptable d'une dimension afin de garantir le fonctionnement d'une pièce. Concrètement, dans un composant, une fois usiné, on va s'assurer que ces tolérances soient respectées, ce qui va permettre à la pièce de fonctionner, de se monter, de s'imbriquer avec une autre pièce, par exemple. Pourquoi tolérancer ces cotes? À l'inverse de la CAO et du monde 3D, une pièce physique ne permet pas une précision infinie. Inventor possède une précision à une dizaine de chiffres après la virgule. Lorsqu'on fabrique un composant, il est quasiment impossible d'obtenir la valeur nominale de la cote. C'est pour ça qu'on va être amené à les tolérancer pour définir ce qui est acceptable comme dimension. Qu'est-ce qui impacte la précision quand on fabrique une pièce? L'outillage. L'outillage aura un énorme impact sur la précision du composant. Les matériaux, que ce soit différents types de matériaux, qu'ils aient éventuellement une structure non uniforme, par exemple. Donc, selon la direction de l'usinage, le comportement va être différent. On peut avoir aussi des matériaux qui possèdent des contraintes internes, contraintes qui vont se libérer lors de l'usinage, ou à l'inverse, qui vont se créer à cause de l'usinage, ce qui va avoir un impact sur la précision. L'équipement, bien sûr, la machine que vous utilisez pour fabriquer vos pièces, également sa rigidité, la rigidité des différents éléments de l'équipement. L'environnement de travail, la température, l'humidité, tout ça sont tous des facteurs qui peuvent avoir des impacts directs sur la précision. Et puis finalement, les opérateurs, ce qu'on va régler au niveau de la machine, ce qui va être éventuellement paramétré ou retouché à la dernière minute, tout autant de facteurs qui peuvent avoir un impact sur la précision. Comment choisit-on les tolérances qu'on place? Il faut savoir que l'influence sur les choix de tolérance est multiple. Parmi ces différents facteurs d'influence, on a tout d'abord le besoin du produit. Selon le produit et ce qu'on veut en faire, on va bien sûr choisir des tolérances en fonction de son utilité. Est-ce que c'est simplement une pièce de support qui ne nécessite pas forcément une tolérance énorme, ou alors c'est une pièce horlogère qui doit se monter sur un axe et qui est extrêmement précis. Selon les pièces mécaniques qu'on fabrique, on va éventuellement se baser sur les normes existantes pour tolérancer ces composants. Le coût, bien sûr, plus la tolérance va être petite, donc plus on va chercher à avoir quelque chose de précis, plus cela va avoir un coût élevé. L'expérience, là aussi, le constructeur, le dessinateur qui va tolérancer les composants va pouvoir se baser sur son expérience, et d'expérience, il sait que si la tolérance n'est pas conforme, la pièce ne se montera pas, par exemple. L'historique de la fabrication, c'est en lien un peu avec l'expérience. On sait comment on doit travailler, on connaît nos machines,
Et puis finalement, la capacité de la machine ou des machines qui vont fabriquer les pièces. Donc là, on a un impact également direct sur le choix des tolérances. En parlant de capacité, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. On va faire une rapide parenthèse sur cette notion de capacité ou de répétabilité. Donc cette capacité, c'est la capacité d'un processus à produire des résultats homogènes. Une même pièce usinée à plusieurs exemplaires n'aura pas systématiquement les mêmes dimensions. On parle de la capacité d'une machine à fabriquer plusieurs fois une pièce tout en respectant ses tolérances. Des tests de capacité sur une machine permettent de connaître sa précision globale pour de l'usinage en série d'un composant par exemple. L'intérêt de cette notion de répétabilité ou de capacité, c'est que à partir de ça, on va pouvoir, grâce à des méthodes statistiques, mesurer et anticiper la précision et la variation des cotes générées lors de l'usinage. Donc l'objectif principal est de pouvoir déterminer le taux de déchets d'une machine. Une fois cette précision globale de la machine connue, l'analyse nous permet de prédire le nombre de pièces défectueuses, qui seraient donc hors tolérance, c'est ce qu'on entend par défectueuse. Nous pouvons donc jouer sur ces tolérances pour essayer d'obtenir le moins de déchets possible. Et dans ce sens-là, le module Tolerance Analysis pourra nous aider. Les différentes méthodes d'analyse de tolérance, principalement la réflexion des tolérances, et quand on va poser les tolérances, c'est un processus qui se fait lors de la mise en plan. C'est plutôt historique, on a plutôt tendance à effectuer ce genre d'analyse, non pas sur le 3D, mais sur le 2D, donc après sa conception. Les solutions les plus fréquemment utilisées, le calcul et l'analyse des tolérances se fait à la main. Manuellement, on va estimer ce que va donner l'empilement de tolérance pour savoir si on est plus ou moins dans le tir. On a aussi la possibilité, tout simplement, toujours à la main, mais d'utiliser un tableau Excel pour effectuer ces calculs. Une autre solution consiste à générer les différentes configurations 3D, les différentes pièces qui vont venir plaquer les unes sur les autres, et puis faire varier les configurations pour voir peut-être le cas le plus défavorable dans un sens ou dans l'autre. Une autre solution, qui est un peu plus coûteuse, consiste à fabriquer des prototypes physiques, constater si le montage est faisable ou non, si on respecte les dimensions ou non, ce qui n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Et puis désormais, la possibilité de réaliser ça directement dans Inventor sur le 3D grâce à ce module Tolerance Analysis. Tout d'abord, son fonctionnement. Tolerance Analysis est un outil qui va permettre d'analyser des chemins de côte. Ces chemins de côte sont analysables selon une direction. Dans ce cas-là, une direction horizontale qui va permettre de définir ou d'analyser l'empilement des tolérances compte tenu des autres cotes qui sont déjà tolérancées. Bien sûr, ici, la cote en rouge de 9 mm ne possède pas de tolérance et c'est grâce à l'outil Tolerance Analysis qu'on va pouvoir connaître le jeu qu'on aura et la variation de cette cote, en tenant compte bien sûr des autres cotes. Dans une même analyse, on peut analyser plusieurs dimensions les unes après les autres, mais toujours une à la fois. Les capacités de l'outil. Tolerance Analysis est entièrement intégré à Inventor. Vous n'avez pas à exporter vos 3D, vous n'avez pas à utiliser un logiciel tiers, c'est simplement un module qui vient s'installer et s'intégrer dans Inventor. Ce module est également capable de calculer les effets cumulés des tolérances et propose différentes analyses telles que le cas le plus défavorable, la méthode RSS, donc une moyenne statistique ou une courbe de Gauss permettant de comprendre où se situe la valeur médiane de ces tolérances, et puis finalement des résultats statistiques tels que le facteur de correction, la valeur sigma, le rendement et le DPMO qui correspond au défaut par million de pièces, donc le nombre de pièces défectueuses ou de composants défectueux sur 1 million. Pour finir, la capacité de générer des rapports afin de conserver des traces de nos différentes analyses, afin de pouvoir également envoyer des rapports à différentes personnes
au besoin. Les avantages du module. Une mise à jour garantie. Lorsqu'on modifie le 3D, automatiquement les codes vont suivre. Si le 3D est tolérancé, ce qu'on verra dans un des prochains exemples, les tolérances vont se mettre à jour également. Détection automatique des boucles. On n'a pas à définir quels sont les composants à analyser. Il est capable de le définir automatiquement selon les jeux qu'on veut analyser. Il permet en un clic de visionner l'influence de chaque cote pour connaître quelle est la cote qui a le plus d'impact sur notre chaîne de cotes. Il est capable de gérer en parallèle les tolérances dimensionnelles et les tolérances géométriques. Il nécessite peu de connaissances en qualité. Il est très facile à prendre en main. Et il permet de générer un rapport détaillé, comme cité précédemment. La première démonstration concerne un exemple de boucle automatique. Grâce à un assemblage, nous allons pouvoir déterminer le jeu qui, de manière nominale, doit valoir 0,2 mm, et puis l'impact des tolérances des autres cotes sur ce jeu, sachant bien sûr que ce jeu ne peut pas être inférieur à 0, auquel cas l'arbre ne pourra plus se monter. Dans cet exemple, nous avons donc un arbre muni de 2 roues dentées, une bague entre ces 2 roues dentées et un circlip pour venir bloquer le tout. Il faut savoir que cet arbre et cet assemblage a été coté en 3D. Grâce aux annotations 3D, nous pouvons coter et tolérancer directement dans le 3D, tolérance autant bien dimensionnelle que géométrique. Ceci n'est pas obligatoire, mais nous permet de gagner du temps lorsqu'on va effectuer une analyse de tolérance, puisque toutes les cotes récupérées vont être au préalable déjà tolérancées. À partir de notre assemblage, nous allons donc partir dans l'onglet Inspecter et nous allons activer le module d'analyse des tolérances. La première étape est de réaliser une chaîne de cotes. Donc nous allons définir une première chaîne de cotes. Cette chaîne de cotes va concerner la distance, le fameux jeu que nous avions vu précédemment, avec la possibilité de sélectionner donc les 2 faces concernées. À partir de ces 2 faces, qui déterminent le jeu que nous avons, nous allons devoir sélectionner un plan d'annotation ainsi que le positionnement de notre fameux jeu. Automatiquement, il est capable de détecter dans ce cas-là une trajectoire qui a été trouvée et qui concerne différents plaquages, donc les contraintes d'assemblage des différentes pièces. Donc en validant cette trajectoire automatique, nous récupérons automatiquement les différentes dimensions. Ces dimensions, on peut les remanier, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Et puis, nous retrouvons chacune de ces dimensions au travers du tableau de droite, qui ici nous permet de voir en détail chacune de ces cotes. On va donc pouvoir les retrouver avec les différentes dimensions, comme ici la largeur de la première roue dentée, la largeur de la bague, la deuxième roue dentée. On retrouve ensuite la largeur totale de l'encombrement et puis finalement l'épaisseur de notre circlip. Les tolérances, comme vous pouvez le constater, sont déjà présentes puisque récupérées automatiquement de la notation 3D. On constate également qu'au niveau des roues dentées, on retrouve une tolérance géométrique et non une tolérance dimensionnelle. Notre chaîne de cotes, ici, dans le pire des cas, nous indique qu'on a un risque d'arriver en dessous de 0 avec une cote possible de moins 1/10, avec ce risque de ne pas pouvoir monter notre assemblage. Tout ça est défini parce que notre objectif
est actuellement de 0 mm ou supérieur. On ne doit pas être en dessous. Dans les autres résultats qu'on peut afficher, on a le fameux résultat RSS qui nous donne, grâce à la courbe de Gauss, une idée d'où se situe la valeur moyenne de ce jeu. Donc on voit qu'on est en moyenne, on sera au-delà des 2 dixièmes de jeu. Les résultats statistiques comme le facteur de correction qu'on va pouvoir retrouver. Toujours dans les résultats statistiques, la valeur sigma. Un objectif qui est défini ici et la valeur réelle, donc avec la cotation et le tolérancement actuel, on a un sigma à 3,82. Le taux de rendement qui est défini. Et puis, pour finir, le défaut par million. Donc actuellement, on voit qu'on est à 67 montages défectueux pour 1 million. Très facilement, nous pouvons constater quelles sont les cotes qui ont le plus d'impact sur ces statistiques. Dans ce cas-là, on voit que la cote numéro 2, la cote de 8 mm, avec sa tolérance actuelle qui est à plus ou moins 2 dixièmes, on voit qu'elle a un énorme impact sur les résultats. Donc ici, on va se permettre de modifier manuellement la valeur. On va passer à 1 dixième, plus ou moins 1 dixième, et on voit qu'on réduit fortement l'impact de cette cote. Et on voit également que d'un point de vue de nos résultats, on est dans le pire des cas à 0, d'un point de vue inférieur. Et au maximum, on aura 6 dixièmes de jeu. Donc si on va chercher nos défauts par million, on est passé à 0, ça veut dire que même dans le pire des cas, on pourra de toute façon monter notre assemblage. L'objectif qu'on a défini est celui qui empêche de passer en dessous de 0. On peut lui donner une limite supérieure ou alors une limite tout court qui dit dans le pire des cas inférieurs, on ne doit pas être en dessous de 0, mais on ne doit pas avoir un jeu trop grand. Donc le jeu ne doit pas dépasser les 45 centièmes de millimètre. Donc là, on retrouve un risque potentiel puisque potentiellement, l'empilement de nos tolérances peut nous donner quelque chose qui est au-delà de cet objectif maximal. En jouant sur cet objectif, on voit que le nombre de pièces en défaut, le nombre d'assemblages en défaut pour 1 million a fortement augmenté. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple consiste à analyser un exemple horloger, cette fois, qui a été fortement simplifié. On va retrouver une platine, un pont, ainsi que 2 pierres et un mobile. Le but de cet exemple est de vous montrer comment définir une boucle manuellement, à l'inverse de la boucle automatique de l'exemple précédent. La cote que nous allons chercher à analyser, plutôt le jeu que nous allons analyser, est ici un jeu de 3 centièmes. C'est celui qui permet à notre mobile d'être libre entre les 2 pierres. Bien sûr, on ne cherche pas à venir pincer notre mobile, auquel cas il ne pourrait plus tourner autour de son axe. Donc là également, on aura une limite à ne pas franchir, on ne devra pas être en dessous de 0 au niveau de ce jeu. Donc dans cet exemple 3D, notre assemblage comporte les différents composants mentionnés précédemment. Pour y voir plus clair, nous allons réaliser une vue en coupe. On peut constater qu'au niveau de la partie supérieure du pont et de la pierre, on a un léger jeu. Donc la pierre est chassée dans le pont avec un jeu. En revanche, au niveau de la platine, la pierre est chassée et est affleurante par rapport à la poche contenue sur notre platine. Comme tout à l'heure, nous nous rendons dans l'onglet Inspecter pour lancer le module d'analyse de tolérance.
Et puis nous allons créer une nouvelle chaîne de côtes. La manipulation est la même, la définition du jeu qu'on veut analyser, de l'espace qu'on veut analyser, le plan d'annotation qui doit être défini, ainsi que la position de la cote que nous allons analyser. Par rapport à tout à l'heure, nous n'allons pas utiliser une trajectoire automatique, bien que cette dernière ait été trouvée, mais nous allons utiliser une sélection de boucles manuelles, en définissant en premier lieu les composants qui sont concernés par cette boucle, et puis les faces qui vont être concernées par notre chaîne de côtes. Composant après composant, nous sélectionnons les différentes faces. Dans ce cas-là, les faces en contact ou les faces qui vont permettre les mesures entre les différents éléments. Voilà. Une fois la boucle complétée, on voit que plus aucune sélection n'est possible. On va donc valider cette chaîne de côtes. Chaîne de côtes qui contient différentes dimensions, parmi lesquelles la hauteur de notre mobile. On retrouve également la profondeur de la gorge, la hauteur de notre pont, également de 2,5 mm. Et puis finalement, le jeu qu'on a actuellement. Le problème dans cette analyse actuelle, c'est que nous ne possédons pas les chassages des pierres, les différentes dimensions au niveau de la chasse des pierres. Pour pallier à ce problème, nous pouvons ajouter un décalage. Ce décalage peut être ajouté manuellement grâce à la fonction qui se trouve ici. Ce décalage peut être détecté automatiquement. Il suffit de sélectionner les composants concernés. Donc dans ce cas-là, on va commencer par le décalage entre notre pierre et notre platine, donc la pierre du bas. Le décalage a été ajouté, c'est bien un décalage de 0, mais qui est tolérancé. Ceci va nous permettre de tolérancer le chassage de la pierre inférieure. Et puis, un deuxième décalage qui, cette fois, va concerner les composants qui sont la pierre supérieure et le pont. On voit également que le décalage vient d'être ajouté. En revanche, par défaut, le décalage est de 0, il est simplement tolérancé. Donc là, on va devoir modifier cette valeur manuellement. Pour cela, simplement, on va utiliser l'outil de mesure pour avoir une idée du décalage initial, décalage nominal. Donc ici, on est à 1 centième. Donc simplement, on va reporter cette valeur sur le décalage. On a désormais toutes nos valeurs qui sont paramétrées. Comme vous pouvez le constater, toutes les tolérances sont par défaut à plus ou moins 5 microns. Ceci est lié aux paramètres par défaut, les paramètres par défaut qui vont nous définir une tolérance linéaire ou par taille, parmi d'autres options. Donc bien sûr, cette tolérance peut être modifiée. Ici, il s'agit de la hauteur de notre mobile. On va passer la tolérance à plus 8, moins 2, donc une tolérance asymétrique. Au niveau de la tolérance du chassage de la pierre, nous allons passer de plus ou moins 5 microns à une tolérance avec écart. Cette tolérance sera de plus 5, moins 0. Idem pour le chassage de la pierre supérieure, donc la même tolérance, plus 5 microns, moins 0. Pour la profondeur de la gorge, nous allons laisser une tolérance par défaut, donc à savoir plus ou moins 5 microns. Et puis au niveau de la hauteur du pont, on va être à une tolérance symétrique de plus ou moins 8 microns. Cet enchaînement de cotes nous donne les informations suivantes, à savoir que dans le pire des cas, on aura toujours un jeu de 9 microns.
le pire des cas supérieur sera à 55 microns de jeu. D'un point de vue statistique, on voit que la valeur la plus probable sera inférieure à nos 3 centièmes initiales, qui correspondent à la cote nominale. Et puis concernant le nombre de défauts par million, donc actuellement, comme nous n'avons aucun risque d'être en dehors de la limite, on a un défaut par million qui est à 0. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'impact des différentes cotes. Et puis, sachant que nous avons de la marge, et puis que nous allons, dans tous les cas, nous respectons l'objectif, nous pouvons nous permettre d'être un peu plus large au niveau des tolérances, peut-être dans un souci de coût, pour éviter que ça coûte trop cher, on peut se permettre d'avoir des tolérances un peu plus libres. Donc en modifiant une première cote, une première tolérance, on passe de plus ou moins 0,08 à plus ou moins 1 centième. Notre tolérance d'usinage pour notre mobile, on va passer à une tolérance symétrique de également 1 centième. On voit qu'on se rapproche de 0, mais malgré tout, on a encore de la marge, on a encore 5 microns dans le cas le plus défavorable, le cas inférieur le plus défavorable. Ceci nous permet de faire fabriquer les pièces avec les différentes tolérances en toute sécurité. Une fois que l'analyse est prête et qu'elle nous convient, on a la possibilité de générer un rapport. Ce rapport va tout d'abord nous demander de définir un emplacement. L'emplacement va être un dossier qui va être complété automatiquement par l'outil. Le dossier qu'on va créer à la racine de notre projet, dans ce cas-là, on va simplement l'appeler analyse de tolérance, le pire des cas, puisque c'est ce résultat qui va être exporté. C'est le résultat affiché. En ouvrant ce rapport, on constate tout d'abord qu'il est au format HTML, donc qu'il peut être lu par n'importe qui sans besoin de Office, sans besoin d'un logiciel CAO. Il suffit d'un navigateur web pour pouvoir l'ouvrir. Dans ce rapport, on va retrouver différentes informations, notre chaîne de cotes, le résultat de l'analyse au niveau du pire des cas, les différents résultats donc que nous avons trouvés. Nous allons malgré tout modifier quelque chose à notre ensemble, notre analyse de tolérance, qui ici utilise uniquement des tolérances dimensionnelles. Donc nous allons remplacer la tolérance dimensionnelle de notre pont, la pièce en verre, par une tolérance géométrique qui va pouvoir se faire très simplement. Au même titre que nous pouvons choisir si la tolérance est symétrique ou avec écart, nous allons pouvoir définir que la tolérance n'est pas une tolérance dimensionnelle, mais bien une tolérance géométrique. En cliquant simplement au niveau de la cote sur la tolérance et définir simplement le côté géométrique. Le type de tolérance, dans ce cas-là, le positionnement. Pour obtenir une valeur identique à la tolérance symétrique précédente, on va devoir mettre ici une tolérance géométrique de 2 centièmes. On voit que le résultat au niveau du pire des cas n'a pas changé. En revanche, on analyse bien cette fois-ci une tolérance géométrique. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, nous y répondons volontiers. Alors, nous avons déjà une première question à laquelle nous pouvons répondre. Peut-on utiliser la détection de chaîne de cote automatique sur des composants assemblés via un squelette? Donc, dans un assemblage, plutôt que de contraindre les éléments ensemble, on utilise des contraintes d'assemblage pour lier les composants au travers d'un squelette. Alors dans ce cas-là, malheureusement, la réponse est non. Tolerance Analysis n'est pas capable de détecter automatiquement les chaînes de cote. Alors bien sûr, la solution toute simple est de le réaliser manuellement.
Nous avons une deuxième question. Comment obtenir le module Tolerance Analysis lorsqu'on possède la Product Design and Manufacturing Collection? Alors pour rappel, le module est inclus dans cette collection. Donc tout simplement, au travers de l'outil Application de bureau Autodesk, nous allons pouvoir lister mes produits et outils. Dans la liste des différents produits à disposition, on va pouvoir retrouver le module Inventor Tolerance Analysis, dans ce cas-là la version 2022, qui est la dernière en date, et puis simplement accepter les conditions d'utilisation et installer. Quelques minutes plus tard, une fois le téléchargement, l'initialisation et l'installation terminée, nous allons pouvoir retrouver le module au travers d'Inventor. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions supplémentaires. Nous sommes à disposition pour y répondre. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt.